bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux grands-parents et pour favoriser le lien intergénérationnel, une start-up Malouine Familéo a imaginé un journal papier alimenté par toute la famille. Le président de l'association rennaise Tous pour la Syrie sera des nôtres aussi. Ronan Lucas nous présentera une exposition de dessins réalisée par des enfants syriens du camp de Shatila au Liban. Une leçon de courage à découvrir jusqu'au 5 juillet à la Maison internationale de Rennes. Nous écouterons également Emeline Gosset-Bélanger nous présenter son projet Pêche Melma, une gamme de vêtements innovants pour les mamans qui allaitent et veulent concilier bien-être de bébé, convivialité et coquetterie. Christelle Molina, quant à elle, nous présentera une archivina on ne peut plus d'actualité avec des images de la braderie de Rennes, pas celle qui a lieu aujourd'hui dans les rues de la ville, non, celle de 1969. Vous verrez, ça a un tout petit peu changé. Et puis on parlera du Lincéus Festival qui démarre demain sur la commune de Binic, Étable-sur-Mer dans les Côtes-d'Armor. Sa spécificité, eh bien, les artistes vivent en immersion avec la population pour façonner leur création. Enfin, le festival de chant de marin de Paimpol fête ses 30 ans. Cette année, du 2 au 4 août, pas de gâteau d'anniversaire, pas de feu d'artifice. Non, mais le feu d'artifice, vous le trouverez dans la programmation avec un nombre impressionnant de têtes d'affiche. Pierre Morvan, le président du festival, sera des nôtres. Voilà pour le sommaire du jour. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Je vous le disais, on va s'intéresser aux grands-parents. Eh bien, on va tout de suite commencer en images. Voilà, c'est parti, les grands-parents. Bon, tu finis ton assiette, sinon pas de dessert et au lit. C'était mieux les vacances chez papy et mamie. Au moins, je pouvais faire ce que je voulais. Ah, ça c'est sûr. Les grands-parents, c'est souvent plus souple que les parents. Et les grands-parents adorent garder leurs petits-enfants. En moyenne 9 heures par semaine et 22 jours par an au moment des vacances scolaires. Mais au fait, est-ce que ça donne des droits d'être grands-parents ? En France, papy Michel et mamie Odette ont par exemple un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants. En cas de conflit, ils peuvent même faire valoir ces droits devant les tribunaux. Mais ce n'est pas tout. Le Code civil leur donne aussi un droit de correspondance. En gros, papy et mamie peuvent appeler leurs petits-enfants ou même échanger des textos. Enfin, si ceux-ci leur ont expliqué comment faire avant. Mais être grands-parents, ce n'est pas que du plaisir, c'est aussi des responsabilités. Si par exemple leurs petits-enfants deviennent orphelins, ce sont souvent les grands-parents qui deviennent leurs tuteurs légaux. Et en cas de besoin, la justice peut les contraindre à verser une pension alimentaire à leurs petits-enfants. Mais il faut le dire, c'est très rare. Et attention, il arrive que la responsabilité s'inverse. Les petits-enfants peuvent avoir l'obligation de subvenir aux besoins de leurs grands-parents qui se sont tant occupés d'eux. Comme ce gentil chaperon rouge qui apporte régulièrement de quoi manger à sa mère grand. Alors, on n'est pas obligé de mettre la cape rouge. Hein. Bonjour à tous sur ce plateau. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Ronan. Bonjour. Bonjour Emeline. Bonjour. Bienvenue Catherine. Bonjour Laurence. Alors forcément, bonjour. Les grands-parents, ça vous a inspiré ? Ah bah oui. Évidemment. En quelques mots, si on devait résumer la grand-parentitude, ce serait toile cirée, mouchoir à carreaux et pantalon en velours, non ? Et Madeleine. Et Madeleine. Bah oui, les petites bien Madeleines, sûr. Les forcément. gâteaux aussi, gâteaux au yaourt. Hein. Et puis les bols à la oreille aussi, peut-être eu ça, tout ça. Mais en tout cas, les grands-parents, ils nous apprennent également beaucoup de choses, en plus des choses que peut-être les parents n'ont pas le temps ou pas l'idée de nous apprendre aussi. Entre autres, l'humilité, comme par exemple quand on part cueillir des noisettes et qu'on revient les mains de crotte de lapin, toute ressemblance avec des événements ayant existé est purement fortuite, bien sûr. Ils nous apprennent la patience aussi à un âge où on est ptio et on veut parfois aller trop vite, et puis qu'on se met à marcher à leur rythme aussi. Je vais essayer de pas pleurer pendant cette chronique. Ils nous apprennent la malice quand justement il faut dire aux parents non, on n'a pas repris. Tu diras pas aux parents que t'as repris une 3e part de tarte aux pommes. Coucou, mamie Simone. Et oui, parce que là, il a été dit dans la data qu'ils sont plus souples, mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas forcément l'énergie de résister non plus aux enfants. Alors ils nous apprennent l'imagination quand parfois ils piquent du nez et puis il faut bien s'occuper et puis quand on s'ennuie. Ils nous apprennent à avoir l'estomac bien accroché aussi quand on a la vision du dentier qui flotte dans le verre à dents comme ça. Et ils nous apprennent la vie aussi quand la liste de leurs maladies augmente et la liste des copains qui viennent au club de belote diminue. Et puis quand il faut leur dire au revoir. En tout cas, spéciale dédicace à Raymond qui m'a appris à chasser les poules, à jouer au palais, à pêcher la truite et à profiter du temps qui passe. Merci les grands-parents. Oui, on leur doit beaucoup aux grands-parents, évidemment. Oui. Il y a un petit côté émotionnel, forcément.
On va, après la solidarité intergénérationnelle, on va parler de solidarité avec la Syrie, avec vous, Ronan, Lucas. Bonjour, vous êtes le président de l'association Tous pour la Syrie, une association rennaise dont l'un des objectifs est de tisser des liens de solidarité entre la population française et syrienne. Et c'est à ce titre que demain, à la Maison internationale de Rennes, vous allez proposer une exposition de dessins réalisés par des enfants d'un camp situé dans la banlieue de Beyrouth, à Shatila. Qui sont ces enfants, dites-nous ? Alors les enfants de ce camp-là sont essentiellement des réfugiés syriens qui ont un vécu tragique, traverser la frontière, s'installer dans des zones en banlieue de Beyrouth qui sont souvent des zones de misère, avec beaucoup de difficultés de tension aussi entre les communautés présentes sur place. Donc il y a des enfants syriens, mais on retrouve aussi beaucoup d'enfants d'origine palestinienne. Puisqu'historiquement c'est un camp de réfugiés palestiniens. Et ensuite on a aussi des enfants libanais, puisque le niveau de vie, en tout cas dans cette banlieue-là à Beyrouth, est quand même c'est très difficile. Donc ce mélange, vous dites, est générateur de tension. Donc les dessins, ça apaise les choses. Il y a une démarche. Alors c'est avant tout une association présente sur place qui s'appelle Najdanao, qui est une ONG qui porte ce projet-là localement. Initialement, ils avaient pour objectif d'aider tout simplement les réfugiés dans leur quotidien, mais le conflit s'installant dans la durée, ils ont également mis en place une démarche d'aide de ce qu'ils appellent psychosociale, à travers des activités notamment culturelles. Et donc ils reçoivent dans ce centre-là culturel des enfants de toute origine, enfin celle qu'on a mentionnée tout de suite, dans l'idée, parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas scolarisés, d'apporter une activité qui les sorte de leur quotidien et qui les aide aussi à avoir une certaine estime d'eux-mêmes à travers des activités de ce type. Et c'est encore mieux quand on peut les valoriser à l'extérieur, et c'est ce qu'on essaye de faire. Bien sûr. Alors, ces enfants, ils ont été épaulés par une artiste syrienne qui a vécu à Rennes. Leurs dessins sont très colorés, on peut le voir, et ils contrastent, on imagine, avec leur quotidien. Le quotidien de ces enfants, bien sûr, qui ne doit pas être tout rose. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, quand on voit l'ensemble de ces dessins-là, on est frappé justement par ce décalage, et on s'interroge même comment arrive-t-il à produire l'ensemble de ces œuvres-là. Et je pense que ça repose beaucoup sur l'artiste en question, Mariam, qui a mis en place cette logique, elle appelle ça binaire, c'est-à-dire qu'elle porte au départ avec eux le crayon, si je puis dire, et quelque part on a un double trait dans ces dessins-là, puisque l'artiste elle-même commence à peindre, et c'est l'enfant qui ensuite continue le dessin. Donc il est guidé par l'approche de l'artiste. Ouais, c'est une sacrée leçon de courage et de résilience, bien sûr. C'est la première fois que les dessins vont être exposés en dehors du Liban. C'est un moment fort, c'est symbolique. Tout à fait, et je peux vous dire aussi que ça motive beaucoup les enfants en question de savoir que leur expo circule. La semaine dernière, ils étaient exposés à l'Institut culturel français, à Beyrouth, pendant 3 jours. Et donc ils arrivent à Rennes. Je suis allé chercher les dessins tout à l'heure à la poste. Et j'espère que ça va pouvoir circuler. Vous espérez que Rennes ne soit qu'une étape, en fait. Voilà, tout à fait. Parce que derrière l'exposition, il y a aussi l'idée de vendre des copies des dessins, format carte postale ou format original. Et l'argent récolté sera envoyé directement au centre culturel à Beyrouth. Eh bien, on vous invite donc tous à découvrir ces dessins, bien sûr, de l'espoir dès demain et jusqu'au 5 juillet à la Maison internationale de Rennes. L'entrée est gratuite, c'est bien ça ? Tout à fait. Et puis notez aussi, si vous aimez la musique et les chants d'Orient, eh bien, ce concert de l'ensemble Wajd le 30 juin, dimanche prochain, donc à 16h à la Maison internationale de Rennes. Merci beaucoup, Ronan, d'être venu nous présenter cette belle exposition. On va maintenant... Je vois Catherine, vous avez envie d'aller voir l'exposition. Et donc, c'est ça, l'appel à l'aide, c'est si vous voyez ces dessins et vous les trouvez beaux et que vous avez envie d'organiser aussi pour l'association une exposition, c'est open bar, si je puis dire. Même si c'est pas la bonne expression. Oui, sous réserve qu'on soit nous en capacité de porter tout ça, parce que ça demande un investissement. Mais on ne demande pas mieux que de pouvoir faire circuler l'exposition. Donc surtout n'hésitez pas à nous contacter et on verra comment on peut s'organiser. Super, ils sont très beaux en tout cas. Ils sont magnifiques, très colorés. C'est une belle leçon d'espoir en tout cas, vraiment. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant évoquer d'autres dessins. Une maison de retraite de Malétroit expose ceux des enfants des écoles de la ville. Alors bien sûr, ça n'est pas la même démarche que celle de Ronan, mais c'est aussi afin de favoriser le lien intergénérationnel. C'est un reportage de Manon Amiot et de Philippe Bauger.
Il y en a plein et puis on a fait plein de couleurs différentes. 370, c'est le nombre de dessins que les enfants ont fait pour les résidents. Une exposition temporaire sur le thème des couleurs vives, l'occasion de créer du lien et d'amener du sourire. Ça fait plaisir aux gens. C'est vrai. Dans une résidence telle que la nôtre, qui a pour but justement de s'ouvrir à l'extérieur, c'est hyper important d'avoir des enfants. Et puis je pense que chacun y trouve son compte en fait. Les enfants qui trouvent comme des grands-parents, et puis les papis, les mamies qui eux aussi trouvent des petits-enfants. Donc ça donne une belle vie, je trouve que c'est une belle communauté. 2 fois par an, une journée intergénérationnelle est organisée dans cette maison de retraite. Jus d'orange. Pour les autres jours de l'année, Gisèle, pensionnaire depuis 2 ans, ne manque pas d'activité. Je ne m'ennuie pas ici, parce que je fais beaucoup d'activités et je ne m'ennuie pas du tout. Vous savez, je fais de la gym douce, de la sophrologie, de la réflexologie, du Qigong, là. La mixité intergénérationnelle est l'une des pistes du gouvernement pour lutter contre l'exclusion des personnes âgées. Aujourd'hui, elle aura permis aux enfants d'apprendre aux anciens une chanson de Big Flo et Oli, récompensée aux victoires de la musique cette année. Et ben voilà, le dessin, tel un lien, n'est-ce pas, Ronan Lucan, dans les maisons de retraite également, hein, ça crée du lien. Tout à fait, oui, c'est un peu comme le croisement des cultures, j'ai envie de dire, où on s'enrichit. Le croisement des générations, c'est la même chose. Donc c'est aller à la rencontre de l'autre, tout simplement. Donc c'est à développer, certainement. Un geste de générosité. Hein. Les enfants donnent, comme là, dans les maisons de retraite, comme ils donnent dans les... Ils reçoivent du 4 quarts aussi, c'est ça. On donne du temps, mais on reçoit quand même des tranches de 4 quarts. Ça, faut pas l'oublier aussi. Ça se fait de plus en plus. Ça, même des enfants qui vont manger dans les maisons de retraite, en fait. Mon neveu, c'était le cas. Et du coup, il croisait les personnes âgées à l'heure du repas. Et donc, ça faisait un peu du lien entre les personnes âgées et les enfants scolarisés. Comme il y a des crèches dans certaines maisons de retraite. C'est toujours chouette. Emeline, ça vous inspire quoi, cette initiative également? C'est très très chouette de voir le lien entre différentes générations. Tout à fait. Eh bien, on va continuer à parler de liens intergénérationnels avec une start-up malouine qui s'appelle Familéo et qui a imaginé un journal papier alimenté par toute la famille, un peu comme un réseau social numérique. Et on va tout de suite voir ce témoignage recueilli par Karl Brozek avec Marie-Thérèse Morin. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Alors vous êtes une grand-mère, arrière-grand-mère, radieuse, épanouie, avec une famille très nombreuse. Combien de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants? Alors 4 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Ah oui, ça commence à compter. Vous avez quel lien avec vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants? Oui, ça va très bien, oui, tout se passe très bien. De temps en temps, ils viennent ou je vais chez eux aussi, oui, tout à fait. Oui, oui. Vous gardez un contact permanent avec eux? Oui, tout à fait. Oui. Mais alors le truc, c'est qu'il y a certains membres de votre famille, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui sont un peu partout dans le monde. Oui, exactement, oui. Et alors comment vous faites pour rester en contact avec tous ces gens-là? C'est-à-dire qu'avec la Gazette Familéo, alors on va parler de ça. J'ai beaucoup de contacts, ils nous envoient des photos, et... Oui, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Oui, beaucoup. On peut parler justement de cette Gazette Familéo. C'est un petit journal papier que vous recevez tous les 15 jours, c'est ça? Oui. Et qui vous tient au courant de ce que font vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Exactement. Oui. Eux, de leur côté, sur leur téléphone portable, mettent des photos et des messages pour vous que vous recevez sous format journal papier. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Gazette, plus exactement? Alors, c'est plus ou moins la famille ou alors ce qu'ils font. Ouais. Ou ce qu'ils, par exemple, là, il y a eu une petite tempête, alors on voit l'arbre qui est vous êtes au courant des actus de la famille. Voilà. Oui, exactement. Ouais, les ce qu'ils font, s'ils font des travaux, ou alors s'ils rencontrent une famille, des neveux et nièces. Voilà. Et vous recevez les photos, il y a aussi des textes. Des textes en plus, oui. Donc c'est une sorte de journal people, mais juste de votre famille. Exactement, c'est ça. Et là, au mois de juillet, donc la famille est réunie pour fêter les 60 ans de ma fille. Ouais. Donc comme ma petite fille et mon petit-fils et l'arrière-petit-fils viennent de Pékin, à ce moment-là, on va se retrouver tous ensemble. Ah oui, de la Chine jusqu'à la France, donc évidemment, c'est pas évident. Et pour prendre l'exemple de cette réunion de famille, j'imagine qu'il y a des photos qui vont être prises. Ah oui, en plus. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les photos format papier, ça n'existe plus. Les photos, j'imagine que vous les recevrez dans votre journal. Exactement, oui.
Ça tout vous à permet fait. de garder les souvenirs, de garder le lien. En plus, oui. Oui. Et puis, de temps en temps, je vois dernièrement mon fils, mon jeune de mes fils, m'a emmené à Clisson, voir ma famille. Là, donc, on a pris pas mal de photos. Oui. Parce que c'est vrai qu'on vieillit tous et mes frères ne peuvent plus y revenir. Alors, ça m'a permis quand même de revoir toute la famille là-bas. Oui, c'est ça. Vous êtes allé là-bas, vous avez pris des photos, et puis les photos, maintenant, vous les avez à travers... Voilà, sur le petit journal, sur le magazine. Oui. Donc, comme quoi, on peut être une mamie, on peut prendre un petit peu de l'âge, mais rester connecté, malgré tout, sans passer par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Ouais, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les rapports avec cette famille, c'est plutôt des rapports de complicité, vous restez très complice avec eux? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Il me semble qu'il y a une de vos filles, d'ailleurs, une petite fille, qui a son bureau par chez vous. Oui, Tiffaine, oui. Oui, elle est architecte d'intérieur, donc de temps en temps, elle est ici, tantôt à Paris, dans l'appartement de sa sœur, et puis voilà. Et donc elle est architecte et par moment elle vient travailler chez mamie. Oui, c'est dommage parce qu'à l'époque, elle a été 2 ans à New York, elle était à Shanghai, c'est dommage. On aurait pu faire davantage de photos à ce moment-là. Oui, c'est vrai. On ne connaissait pas du tout la magazine. Oui, mais vous voyez, dans les années qui viennent, ça pourra se faire, effectivement. Et vous gardez tous ces souvenirs-là avec vous. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marie-Thérèse. Je vous en prie, merci. Merci. Au revoir. Merci à tous les deux. Une grand-mère conquise. Et c'est le cas de la vôtre également, Emeline. C'est marrant. Ma grand-mère, qui a 99 ans, attend son petit journal tous les mois à la maison de retraite. Ouais, non, c'est vraiment très chouette. Ça nous permet de lui laisser des nouvelles, même si on essaie d'aller la voir régulièrement. C'est pas toujours évident. Trouver le temps et puis et tout le monde joue le jeu dans la famille? Tout le monde remplit? Alors tout le monde non. Après je pense que ça dépend aussi des habitudes de chacun. Déjà il faut être habitué un petit peu aux réseaux sociaux ou à avoir des photos sur son téléphone, etc. Mais on essaie tous en tout cas de caler un minimum de nouvelles par mois et puis petit à petit on prend le pli vraiment de le remplir au fur et à mesure parce que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir le côté journal et d'avoir un vrai suivi de ce qui se passe dans nos vies, quoi, pour elle. Et puis, Est-ce qu'il y a des moments où vous arrêtez tout en disant « Ok, on prend une photo là pour mamie » Pour mamie, ouais. Pour mémé, c'est mémé. C'est pour mémé. Donc elle est toujours dans vos activités aussi, c'est une manière d'être aussi toujours dans... Oui, et puis une manière de penser à elle aussi. Enfin, c'est ça aussi, symboliquement. Voilà, et puis même nous, on a aussi accès à ce PDF aussi, parce qu'on a le format PDF, on peut lire aussi la Gazette, donc c'est aussi un petit journal de famille. Ça donne des nouvelles des cousins, de tout le monde. Exactement. En fait, c'est pas que pour mamie ou papy. Oui, complètement. Christelle, vous connaissiez familialement? Alors je connaissais pas, je trouve ça génial. Parce que moi j'ai fait un journal, vous savez, avec des photos pour l'anniversaire de ma grand-mère et qui a adoré parce que tout le monde y a contribué. Mais du coup ça permet d'avoir une contribution régulière. Donc, et pareil, moi j'ai des cousins aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc ça permettrait pour elle d'avoir du liant avec tout le monde. Non, c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Eh bien, on va parler d'une autre belle initiative, justement, avec vous. Emeline, vous êtes graphiste de formation. Oui, c'est ça. Vous venez de fonder une marque de vêtements d'allaitement innovant qui s'appelle Pêche Melma. Comment vous est venue cette idée? Eh bien, c'est venu d'un besoin personnel quand j'ai eu mon fils, il y a 4 ans. Donc moi, j'avais fait le choix de l'allaitement. J'étais vraiment motivée par ça, en même temps sans trop me mettre de pression, Et j'ai rencontré des difficultés, moi, à m'habiller parce que j'avais envie de passer à autre chose que des vêtements de grossesse. C'est souvent le cas, les vêtements d'allaitement sont les vêtements de grossesse, donc on a envie de changer et de passer à autre chose. Et puis, je fais de la couture en loisir, donc j'ai imaginé un vêtement très très simple pour pouvoir allaiter en étant à l'aise. Et puis voilà, je m'en suis fait plusieurs. J'étais contente de mon truc, mais c'était vraiment pour moi. Je ne pensais pas du tout à me lancer là-dedans à ce moment-là. Et puis vous les offrez en cadeau de naissance aux copines. Voilà, il y a des retours super positifs. Exactement, c'est parti de là. J'en ai fait pour les copines. Et puis elles faisaient aussi leurs petites remarques. Donc ça a évolué petit à petit comme ça sur plusieurs années. Puis j'ai ma sœur qui est couturière aussi, donc qui m'a un petit peu aiguillée là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont d'innovant, vos vêtements, en fait? Alors, ils s'ouvrent sur les côtés. Et ils permettent vraiment d'allaiter discrètement et de bien positionner son bébé, parce que c'était un peu ça aussi le problème des fois
que j'ai rencontré moi personnellement au début de mon allaitement, c'est d'installer son enfant vite parce qu'on veut être discrète, mais en même temps on n'a pas envie de s'isoler parce que voilà quoi, on donne à manger à son bébé, mais on n'a pas envie d'aller dans un coin forcément, même si ça peut arriver. Et des fois en se dépêchant, voilà, ça peut créer des complications sur l'allaitement. Donc les vêtements s'ouvrent sur le côté, ça permet de ne plus avoir à se cacher. De ne plus avoir à se cacher, en même temps en étant à l'aise, parce qu'on n'a pas le ventre à l'air, on n'a pas... on n'est pas mal à l'aise, on n'a pas froid aussi, il y a une question de confort de se positionner. Là, c'est très facile, ça s'ouvre facilement. Et puis vous avez développé toute une gamme, donc c'est pas seulement des t-shirts. Voilà, c'est ça. Du coup, quand je me suis décidée à me lancer, je me suis dit, j'ai une base et je peux en faire autre chose. Donc je l'ai décliné en robe, avec des manches aussi, le top avec des manches et la robe également avec des manches. Donc voilà, j'ai 4 modèles, j'ai choisi mes coloris pour cette première collection. Et vous travaillez à temps plein sur ce projet depuis le mois de septembre dernier. Voilà, parce que ça occupe pas mal. Oui, on imagine. C'est une marque éthique. Oui, complètement. L'idée de me lancer là-dedans aussi, parce que je suis graphiste à la base, mais j'avais envie aussi de faire un métier qui soit cohérent avec mes choix, avec mes envies de consommer plus responsable, etc. Et du coup, cette marque, je ne me voyais pas faire autrement que de fabriquer en France. J'ai réussi à trouver du coton bio. Voilà. Tout va dans cette démarche-là. Je travaille avec un ESAT. Voilà. Vos vêtements, on les trouve déjà en précommande. Enfin, on peut déjà les précommander parce qu'ils sont en financement participatif. En financement c'est ça participatif sur Ulule. Voilà, jusqu'à demain. Il faut aller vite. Voilà, c'est jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Oui, c'est jusqu'à vendredi. Et donc en précommande. Et puis ils seront un petit peu plus tard en commande sur Internet. Voilà. À compter donc du 28 juin. Et puis vous allez aussi lancer des kits couture pour qu'on puisse les coudre nous-mêmes. C'est sympa ça aussi. Tout à fait. Voilà, j'ai imaginé. Je voulais proposer aussi le patron en kit couture. Je vous ai amené là. Voilà. Je vais faire l'Anne plus jeune. Super, très bien. Voilà, donc là c'est la maquette vraiment faite à la maison, c'est en cours chez l'imprimeur, donc c'est pas fait. Et pour connaître les patrons et les patrons indépendants, je peux vous dire que déjà avec le premier coup d'œil, les explications sont très claires, c'est très joli à regarder. Merci. Donc je pense que ça donne envie de coudre aussi. Parce qu'on a une experte là en couture, attention. Super. Mais merci beaucoup Evelyne d'être venue nous présenter ce joli projet. Et donc, on peut trouver toutes les informations sur votre site internet peshmelma.com. Merci infiniment à vous. À présent, on va vous raconter une belle histoire. Souvenez-vous, la maternité de Guingamp devait fermer et puis, suite à une forte mobilisation de la population, elle a finalement obtenu son maintien jusqu'en juillet 2020. Et bien, pour le symbole, des photos de nouveau-nés ont été dévoilées sur un mur de la médiathèque en centre-ville. Elles représentent les 500 naissances annuelles de l'hôpital Guingampais, une façon de réaffirmer la vitalité du service. Fabrice Leroy et Catherine Basile. À l'entrée du stade du Roudourou, le visiteur ne peut pas le rater. Depuis le 20 décembre 2017, le mur des Calonnes rassemble les 15 206 noms des actionnaires populaires de l'En Avant Guingamp. Le chœur en breton a aujourd'hui fait des petits. Pardon, excuse-moi. Désormais, un mur des Calonigues orne la façade de la médiathèque en centre-ville. Un mur avec 500 photos de nouveau-nés, des bébés dont les mamans ont accouché à la maternité de Guingamp. C'est le cas d'Angélique, venue avec sa fille Isia. L'année dernière, on était venus à la manifestation déjà pour soutenir les sages-femmes et tout le personnel. Et Isia est née à l'hôpital et le petit frère qui arrive va aussi naître là-bas. Donc c'est important de suivre ce qui se fait aussi dans la ville et de soutenir tout le monde. Un soutien qui a permis d'obtenir le maintien de la maternité au moins jusqu'à l'été 2020. Une lutte désormais symbolisée par cette fresque aux 500 visages de Poupon. C'est vrai que c'est un grand symbole. Ça dit aussi que les parents et la population nous a soutenus, nous a encouragés et font confiance à la maternité de Guingamp qui justement doit rester ouverte encore très longtemps. Et le nombre des naissances depuis le début de l'année est plutôt encourageant. Elles sont stables, voire même en légère augmentation. Donc nos 500 bébés, on l'espère fortement, seront atteints à la fin de l'année, voire plus.
En 2018, dans un contexte difficile lié à la possible fermeture, 485 enfants sont nés à Guingamp, seulement 15 de moins qu'en 2017, de quoi donner du baume au futur Calonigue. Voilà, on va maintenant parler d'un bébé cher à la ville de Rennes. Son bébé, c'est la braderie de Rennes. C'est une institution à Rennes et elle fête cette année ses 50 ans. Et c'est le choix que vous avez fait, Christelle, aujourd'hui pour l'archive du jour. Bah oui, aujourd'hui où c'est la braderie à Rennes, c'est l'anniversaire, 50 ans, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai trouvé que les images étaient assez, pittoresques. Et voilà, je vous laisse les découvrir parce qu'on pourra en parler après. Mais... Allez, on jette un petit coup d'œil dans le rétro jusqu'en 1969. La braderie de Rennes. Essayez, double nylon, cache-couture, ceinture territoriale. Et puis vous pouvez les quitter, vous voyez, c'est vrai, c'est pas cher, 20 francs. 20 francs pour un franc et pour les terminer, 30 francs pour an. Est-ce que ça vous satisfait la braderie à Rennes aujourd'hui? Oh, très bien, très bien. Il y a des bons coups. Alors que il y a des choses intéressantes, il y en a qui y sont pas. Alors que trouvez-vous alors d'intéressant en particulier? Il y a des robes toujours là, mais celle-là, ton cher, il veut pas rabattre. Les robes sont chères pour la braderie? Pour lui, elles sont chères, c'est lui qui vend le plus cher. À combien elles sont ces robes? 3000. Hein? 3000 francs. Et vous les désirez à combien? 10 francs. Hein? 10 francs, c'est suffisant. Madame, avez-vous trouvé des choses très intéressantes à la braderie aujourd'hui? Ben, ma foi, je trouve. Je me suis chargée trop vite d'ailleurs. Ah bon? Parce que maintenant, on est obligé de le porter. Mademoiselle, comment a marché la vente ce matin? Oh, très bien. Hein? Très bien. Ouais. Et qu'achètent en général les gens? De tout. C'est-à-dire? Des policiers, de la bonne littérature. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, un ordre de grandeur? Combien de livres à peu près vous vendez à peu près? On a bien vendu 150, hein? Plus que ça, 300. Au moins, oui, Ça, parce que oui, déjà, avec les il y en avait petits, une oui. cinquantaine de petits, de petits si, bouquins là. d'enfants. Est-ce que vous pensez que ce rythme va se poursuivre? Oh oui. On espère. Ce soir, on n'aura plus du tout de livres hein, ce matin. Archive truculente. Vraiment chouette. On voit, les gens se pressent sur les étalages, mais il y a, c'est toujours pareil finalement, sauf que c'était un peu plus spectaculaire quand même à l'époque. Alors, on a coupé, parce qu'on n'avait pas le temps, les majorettes au départ, mais on voit l'orchestre, on voit le théâtre de rue, et puis ça, par contre, ça se fait toujours la galette saucisse et le verre de muscadet ou de cidre, ça c'est toujours... incontournable. Il y avait une ambiance un peu kermesse à l'époque. C'est ça, oui, effectivement, une ambiance kermesse. On voit les commerçants d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, c'est quand même donc une braderie et qui est organisée par le Carré Rennais, qui réunit tous les commerçants et artisans rennais. Donc c'est un peu professionnel, c'est une association. Mais qui existe toujours. Voilà. Donc les objets étaient neufs, on dirait des objets, c'était ancien. On les retrouve maintenant en vide-grenier, c'est ça, mais ils étaient neufs à la base quand les images ont été filmées. A priori, oui. C'est ça. Impressionnant. 150 francs le téléviseur, Cassel. Ça fait rêver. Et on parle en anciens francs, quand on voit la dame qui voudrait acheter cette robe à 3000 francs, qui est en fait 30 francs en fait, à l'époque. Voilà. Il existait déjà à Rennes une braderie comme ça d'initiative populaire? Alors oui, il existait en fait ce qu'on appelle la braderie jeunesse en fait, qui a commencé en 1968 sur le canal Saint-Martin. Mais là c'est différent, c'était plus une sorte de... c'était un vide-grenier en fait, c'est ça. C'est pas tout à fait pareil. Alors on appelait ça une braderie, mais c'est vrai que c'était fait par les gens pour, en fait au départ, pour que les enfants puissent vendre leurs jouets.
et gagner un petit peu de sous. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était bon enfant, un peu comme là, mais encore plus bon enfant. On réservait pas vraiment son stand, on allait des fois des jours à l'avance sur les quais, poser son établi avec tous ces objets. Et puis maintenant, c'est devenu non pas professionnel, mais c'est beaucoup plus structuré. En fait, ça a pris dans le temps et l'espace beaucoup de succès. Donc, ça existe toujours, la vide-grenier en fait du canal Saint-Martin, qui est très réputée, très connue des Rennais. Mais et qui pas que des diffère. Rennais, de toute Et pas la que des Bretagne. Rennais. On vient de très Et loin. c'était en fait l'ancêtre, c'est ce qui a mis à la mode les vides-greniers en Bretagne. Et aujourd'hui, des vides-greniers, on en a toute l'année quasiment. Dans la région Bretagne, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un vide-grenier en fait. Bien sûr. Alors la braderie de Rennes, c'est aujourd'hui. Et figurez-vous qu'il semble y avoir un retour justement à l'esprit kermesse pour ces 50 ans. Alors on ne peut qu'inviter tous les Bretons à aller faire un petit tour à cette braderie de Rennes, parce que voilà, ça va peut-être retrouver son esprit un peu dans le temps. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Vous êtes une adepte de la braderie ? Oui, ça fait partie des points de repère de l'année. Mais souvent, malheureusement, on avait cours le mercredi, donc c'était ça. Est-ce qu'on y va vite fait avant... Ou est-ce qu'on sèche ? Mais ça ne m'est jamais arrivé. Vous, Emeline ? Eh bien, moi, je suis très contente si ça retrouve un esprit un peu plus kermesse, parce que j'avoue que j'y vais plus trop souvent. Parce que oui, l'aspect un peu trop commercial m'intéresse moins. Puis c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi. donc voilà, c'est pas le meilleur. Mais s'il y a un petit peu plus d'animation, et ça m'intéresse plus. Oui. Ronan, vous irez peut-être faire un petit tour juste après cette émission. Non, je ne suis pas trop braderie, ni magasin, ni... Non. Mais en tout cas, il y aura certainement du monde à cette 50e édition de la braderie de Rennes. Merci beaucoup à vous d'avoir été à nos côtés, Ronan et Emeline. Ça fait partie également du patrimoine. 10 ans que la cathédrale Saint-Pierre de Rennes fait l'objet d'un vaste chantier de restauration. Cette cathédrale, qui est l'un des monuments bretons les plus visités, eh bien, figurez-vous bientôt vous pourrez y retrouver un retable flamand exceptionnel. Je vous propose de regarder ce reportage d'Hélène Pédèche et de Christophe Rousseau. Allez, attention, ça va descendre. Elle vient de traverser la France. 4 ans après avoir quitté Rennes, l'œuvre remarquable de la cathédrale Saint-Pierre est enfin de retour. Avec moult précautions, le retable flamand est déchargé pièce par pièce sous le regard attentif et impatient du curé. Je le découvre. Vous êtes impatient, ça ? Absolument, oui. J'espère qu'ils vont nous dégager ça vite fait. C'est là. On le voit déjà. En place. En 2015, le retable avait quitté secrètement la cathédrale pour être transporté dans un atelier de restauration à Vesoul. Tour à tour remisé dans l'humidité, victime de vol, ce chef-d'œuvre fabriqué au XVIe siècle à Anvers avait bien besoin d'une cure de jouvence. Après 6 semaines passées dans l'une de ces bulles hermétiques pour éliminer les insectes xylophages, il a fallu retirer chaque relief retenu à la structure par des centaines de clous. Ici, il est beaucoup plus abîmé. Il faut estimer à peu près à une demi-heure le temps de démontage d'une pointe rouillée. Des pointes placées lors d'une précédente restauration assez grossière. C'est d'ailleurs à cette même époque que les figurines ont été recouvertes d'un vernis brun et collant mêlé de crasse qu'il a fallu ôter. La restauration a aussi permis de remettre la main sur 3 reliefs égarés dans des réserves de musées, comme celui-ci. Au niveau du doute, c'est 0 doute. C'est donc avec ses couleurs d'origine que ce joyau du Moyen-Âge revient enfin dans la cathédrale rennaise. C'est quand même très émouvant de le voir revenir dans son lieu de conservation depuis le XIXe siècle. Quand même. C'est une restauration de très grande qualité, qui n'est pas allée trop loin non plus, et qui a permis de retrouver toutes les couleurs d'origine. Donc oui, c'est un moment très émouvant. Les visages d'abord sont vivants, les vêtements sont somptueux. Et il y a énormément de détails. Vous voyez, par exemple, ce que les personnages peuvent porter, les sortes de petites besaces que portent les personnages qui est dans le fond, à gauche. C'est magnifique. Non, là, on le retrouve. On ne l'avait jamais vu comme ça.
Parallèlement, d'autres objets liturgiques sont ressortis des tiroirs de la cathédrale pour être présentés aux visiteurs. Chapes finement brodées, pièces d'orfèvrerie ou encore bijoux, comme cet anneau épiscopal fait de minuscules émaux, constituent le trésor de la cathédrale Saint-Pierre. Un trésor dont la pièce maîtresse compte parmi les plus beaux retables d'Europe. Voilà un magnifique retable à découvrir donc à la cathédrale de Rennes très prochainement. On va tout de suite parler de culture avec Antonin Fadinard et Pierre Morvan qui nous en rejoignent. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Antonin Fadinard, vous êtes membre du collectif Lincéus, en charge de la direction artistique du Lincéus Festival qui se tiendra du 27 au 30 juin à Binic, Étape-sur-Mer, dans les Côtes-d'Armor. C'est la 6e édition déjà. On peut rappeler peut-être les particularités de ce festival, dites-nous. C'est un festival qui a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un festival de création, c'est-à-dire qu'on invite des autrices et des auteurs, on lance un appel à projet et y répond qui veut. L'an dernier, on a reçu 68 propositions, 68 candidatures, on a choisi 3. On invite ces gens à venir à Binic-Étable pendant l'hiver. Et là, ils ont à charge de choisir un lieu, un endroit, qui peut être tout à fait naturel ou moins naturel, mais ça peut être un hangar, une usine, la plage, beaucoup, la falaise. Et de venir écrire une pièce de théâtre. C'est un festival de théâtre, essentiellement. Ouais. Et les artistes viennent en immersion, et c'est comme ça qu'ils créent, en immersion avec la population. Ouais. Après, c'est les metteuses en scène et les metteurs en scène choisissent des équipes de comédiennes et comédiens qui reviennent en juin mettre en scène, dans ces lieux-là, les pièces écrites par les auteurs. Donc ça crée quelque chose qui fait du bien à la pratique théâtrale, surtout dans une commune où il y a des publics qui sont peu habitués au théâtre. C'est que comme on répète dans des endroits, on crée dans des endroits qui ne sont pas dévolus au théâtre, ça rassure un peu, ou ça étonne en tout cas. Ça étonne les gens, ils disent « Ah, alors peut-être que ça me parle, peut-être c'est pour moi », alors que les grandes salles avec les rideaux et les projecteurs mettent de côté toute une partie de la population qui ne sont pas forcément au courant qu'en fait c'est pas forcément élitiste. Voilà, ça démocratise énormément le théâtre. Vous avez retenu un thème cette année ? Tout à fait, c'est le terme frontière. Chaque année, on fait un grand brainstorming pour ça. On est en train de faire celui de l'an prochain, du coup. Ouais. Voilà, et cette année, c'est frontière, qu'on entend un peu de plein de manières différentes. Et c'est très important pour nous, d'ailleurs, que donc, tous les artistes qui répondent à cette proposition aient leur manière d'y répondre. Et on invite aussi les spectateurs, les spectatrices à réfléchir à ces thèmes en organisant différentes formes d'ateliers qui, pour... Donc des débats, ce qu'on appelle des débats mouvants ou des petites tables pour permettre aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de prendre la parole devant beaucoup de monde de pouvoir quand même s'exprimer, de se dire comment ça résonne pour eux, frontières, qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes justement un festival qui fait bouger les frontières au niveau théâtral. Hein. C'est vrai que vous bousculez pas mal les codes. Ça, c'était votre volonté de départ. C'est la 6e édition. Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que les habitants, justement, participent plus aujourd'hui, les habitants de la commune de Binic, Étape-sur-Mer? Est-ce qu'ils sont vraiment partie prenante désormais de ce il y a différentes manières de participer. C'est-à-dire que la manière peut-être la plus visible ou la plus évidente, c'est en étant bénévole. Donc bénévole soit... dans l'organisation du festival, qui est quand même une logistique assez dantesque. Participation au spectacle. Il y a certains, ce qu'on appelle les amateurs, on ne sait pas trop bien ce qu'on peut faire de ce mot-là, mais en tout cas, on appelle ça des comédiens ou des comédiennes amateurs qui participent au spectacle. Et puis, on reçoit aussi de l'aide des commerçants, des gens qui habitent là, parce que on est une petite structure, donc c'est une économie qui est fragile, qui est assez jolie parce qu'elle est artisanale, mais elle est fragile et du coup on est souvent obligé d'aller demander de l'aide quand on ne peut pas louer de véhicule, donc on toque à la porte de gens qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, souvent. On leur dit, est-ce que vous n'aurez pas un véhicule? Est-ce que vous n'aurez pas une chambre pour loger les gens qui viennent? Il y a du système D et de la solidarité. Ouais. C'est ce que vous mettez en avant, effectivement. Alors ça va se passer du 27 au 30 juin. Est-ce que vous pouvez nous parler des créations de cette année? Vous êtes bien placé pour nous parler d'une des créations, puisque ce sera la pièce Andromède que vous avez écrite et mise en scène. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette pièce? Oui, elle est difficile à résumer rapidement, mais c'est une réactualisation du mythe d'Andromède, qui est un vieux mythe grec. L'histoire d'un sauvetage, un héros grec qui sauve une jeune femme qui va être dévorée par un monstre marin, mais qui demande d'abord à ses parents de lui accorder sa main avant d'aller la sauver. Et moi, ça me faisait penser, donc tout ça, mélangé avec le thème frontière,
au système des institutions supranationales, comme le FMI par exemple, qui veut apporter son aide à des pays qui sont généralement pris à la gorge par un monstre contemporain qui pourrait s'appeler la dette. Et sous condition, ils acceptent de sauver ces pays. Et finalement, ça va plutôt les entraîner dans une sorte de spirale de l'endettement. Voilà. Donc une pièce extrêmement d'actualité. Absolument. Mythe revisité, on va dire, à la sauce 2019. Vous pouvez nous parler de quelques autres... allez-y, Catherine. L'avenir, parce que, imaginons, un spectacle qui a été construit et créé pour la plage de Binic ou un endroit très particulier du paysage. Comment ça se passe pour le réadapter et le faire vivre aussi dans d'autres endroits? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que il y a un avenir aussi pour ces spectacles-là Oui, on y réfléchit beaucoup à l'INSEUS, c'est-à-dire qu'on organise dans les petites villes et villages d'à côté une petite tournée, c'est-à-dire qu'on va dans d'autres lieux et on cherche d'autres lieux qui y ressemblent pour essayer de faire continuer un peu comme ça ces spectacles. Et on travaille aussi, ça nous est arrivé, et on va y travailler aussi cette année, à faire des recréations en salle. C'est-à-dire, donc c'est toujours un moment un peu compliqué parce que justement, le plein air crée des décors absolument somptueux, et puis pas seulement des décors, c'est-à-dire que la lumière du soleil couchant, on peut pas la reproduire dans une salle. Mais il y a d'autres choses qui existent. En fait, à chaque lieu, que ce soit un lieu intérieur ou extérieur, il y a de nouvelles choses qui se passent, et c'est très riche pour le théâtre que ce soit justement mouvant, toujours en mouvement, jamais installé. Et vous avez d'autres de créations dont peut-être vous venez nous parler. Je sais pas, il y a des spectacles comme Au-delà, ou Mes parents morts vivants, ou Torrente d'amour. Alors oui, je pourrais parler de tous ces spectacles, mais je ne les connais sûr. pas encore puisqu'ils sont en création. Je les découvrirai dès demain. Mais on a vu quelques images de Mes parents morts vivants, où Guillaume Lambert, un des auteurs et metteur en scène, a installé un cercueil sur le toit de sa voiture, et du coup va en répète et parcourt un peu la ville avec ce cercueil sur sa voiture. Donc ça intrigue beaucoup les Biniquais et les Tagarins, mais c'est ce qu'on cherche, intriguer. Voilà, intriguer. Même pas de galerie, même pas de... Non. Un tapis pour galerie. Et le l'INSEUS Festival, c'est à découvrir donc sur la commune de Binic, Étape-sur-Mer, du 27 au 30 juin. Merci beaucoup, Antonin, d'être venu nous présenter. Je vous propose maintenant que nous nous intéressions à un autre collectif artistique, le cirque Galapia, qui est basé à Langueux. Christelle Veillard et Pascal Cosset ont rencontré ces mômes lors d'une résidence à Lannion. Un son de batterie dans le fond, quelques boulons à resserrer, histoire de limiter les risques et d'assurer le mouvement de balancier, l'engin est plutôt inhabituel. Depuis quelques semaines, la Grès et le chapiteau autour ont intégré le paysage des quartiers Arcenté et Les Fontaines à Lannion. 12 artistes et techniciens membres du cirque Galapia de Langueux se sont donnés pour mission d'ouvrir la piste aux habitants, d'organiser des ateliers à partir de cette drôle de machine, la roue de la mort. Quand on tourne, la machine va faire un tour complet, on est amené à prendre de la hauteur, vaincre un peu le vertige, et puis après, l'autre étape, c'est de prendre de la vitesse pour commencer à avoir la sensation de la force centrifuge qui va amener à faire avoir la sensation d'apesanteur lorsqu'on est en haut de la structure. Finlandais, Mexicains, Français, ces acrobates de cirque passent leur journée là, au cœur des immeubles, prenant leur repas dans une salle du quartier. Moment de pause, d'échange, de rencontres aussi avec les gens du coin avant de rejoindre leur lieu de travail. Certains de l'équipe connaissent déjà la Grès, pour d'autres c'est une découverte. Tous tentent, testent, expérimentent, car ce mois passé à Lannion est aussi l'occasion pour eux de poser quelques bases pour la création d'un futur spectacle. Pour l'instant, c'est vraiment très ouvert et on fait des expériences. Ça nous permet d'essayer, mettre de côté, essayer complètement nouvelles choses, de mettre de côté. Et à la fin, on a tous ces petites boîtes avec toutes les idées. On peut piocher des choses et essayer d'écrire quelque chose d'uni. Voilà. Pour Élise, tout est encore à écrire et à construire. Elle imagine déjà 2 spectacles très différents autour de la roue,
L'un sur terre et l'autre sur la grève à marée basse avant que la mer ne remonte. Et nous, on prend date. Époustouflant, là encore, une démarche d'expérimentation finalement, un peu comme la vôtre. Vous les connaissez, les membres de ce collectif artistique? On en connaît certains, oui, mais ça fait partie des gens à qui on demande des coups de main de temps en temps et qui nous l'apportent bien volontiers. Ça marche comme ça, le système D et la solidarité, c'est ce qu'on disait. Ce sont un peu les bases également, Pierre Morvan, du Festival du Chant de Marin. Solidarité, système D, entraide, voilà, on est dans cette même mouvance finalement. Oui, on est un festival solidaire, Eh ben en oui. effet. Donc, ça en fait partie aussi, oui. Alors vous allez avoir une édition un petit peu particulière du Festival du Chant de Marin cette année parce que c'est un anniversaire, Pierre Morvan. C'est les 30 ans du, Les 30 ans. Les 30 ans du festival, en effet, oui. Alors pas de gâteau d'anniversaire, pas de feu d'artifice prévu. C'est ce qu'on a dit. On nous a souvent posé la question, qu'est-ce que vous allez faire pour vos 30 ans? Puis on a réfléchi un petit peu, et puis on s'est dit, un feu d'artifice, c'est quand même assez banal. Bon, on en voit partout, surtout en été, en Bretagne ou ailleurs. Donc on s'est dit, plutôt que de mettre un peu d'argent dans un feu d'artifice, on va plutôt le mettre dans la programmation. Donc on a choisi de booster la programmation du festival. Alors effectivement, ça vous l'avez bien boosté, c'est bien le feu d'artifice. Alors il y a des stars, il y a Goran Bregovic, Bernard Lavillier, enfin je ne vais pas tout dire à votre place, mais voilà, il y en a beaucoup, il y a Oui. qui dans les têtes d'affiche? Oui, il y en a effectivement beaucoup. Ping Martini, là, qu'on voit en ce moment, Gilberto Gil, Dénès, qui va intervenir une sorte de carte blanche à Dénès, avec Guillaume Tiersen notamment, et Ronan Lebars. Ouais. On a aussi Motivé, Soviet Suprême, on a les Trianes qui font leur tournée, leur tournée Kenavo, comme ils l'ont appelé, donc qui va passer par Paimpol, aussi dans plusieurs autres villes de Bretagne, mais notamment à Paimpol. Flavia Coelho, qui nous vient du Brésil. Qui est-ce que j'oublie? Jeanne Haddad, bien sûr, qu'on est très content d'avoir réussi. Plein de moments. Hyphen. 60 groupes au total. 160 groupes. 160 groupes, 400 concerts. Oui, plus de 400 concerts. C'est tous les ans comme ça? Oui, c'est pas tous les ans, parce que le festival a lieu tous les 2 ans, mais tous les 2 ans, on accueille effectivement beaucoup de groupes. C'est la moyenne, c'est 160 groupes, dont vous dites 60 parce qu'on on garde le fil rouge du festival du Chant de Marin, c'est aussi le Chant de Marin. Et donc on accueille 60 groupes de chants de marin. Mais à côté, il y a beaucoup de groupes de musique du monde, beaucoup de musique de rue ou de quai chez nous, puisque ça se passe sur le port. Alors c'est un festival, vous le dites, justement ça se passe sur le port, c'est un festival musical et maritime, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui met en avant les bateaux du monde entier, des très beaux bateaux. On va trouver quel type de bateau? Alors c'est essentiellement beaucoup de bateaux de travail, c'est des bateaux traditionnels, oui, des vieux gréements, puisque le chant de marin à l'origine c'est un chant de travail, donc plus que des bateaux de plaisance, ce seront des bateaux de travail. Et alors parmi ceux-là, il y en a effectivement de très beaux, l'étoile du roi qui revient, le renard, le marité, le phénix qui est un bateau anglais. On a un nouveau bateau scène aussi qui s'appelle le Galant. Il y a le lys noir qui va venir de Granville. Enfin, on a un nombre impressionnant de bateaux. On accueille 200 bateaux en tout dans le port de Paimpol. Dans le port de Paimpol. Donc ça se passera du 2 au 4 août. Comment a évolué la fréquentation et la programmation au fil des années? Parce que ça fait quand même... vous soufflez vos 30 bougies, donc il y a de plus en plus de monde. On imagine combien de festivaliers l'année dernière? 160 000 festivaliers. Ah oui. C'est impressionnant. Effectivement, ça a évolué. Au début du festival, il a commencé en 89, et puis il y a eu une édition en 91, et puis un trou de 6 ans avant qu'il reparte. Mais vous avez tenu bon, et puis ça valait le coup. Voilà, on a tenu bon, mais oui, au début, c'était 50 000, 60 000 visiteurs, et puis petit à petit, progressivement, la fréquentation a augmenté jusqu'à atteindre 160 000 à la
dernière édition en 2017. Ouais. Alors, et puis, en tant que président, vous avez peut-être un souvenir marquant, vous, sur, il y en a... sur toutes ces éditions. Il y en a peut-être un qui vous a plus marqué, peut-être? Il y en a plein, mais surtout des... il y a vraiment de beaux concerts sur le port de Paimpol. On a la satisfaction d'inviter des artistes qui ne viendraient sans doute probablement pas à Paimpol autrement, parce qu'il n'y a pas les structures pour ça. Donc, un des beaux moments, c'est par exemple le concert de Goran Bregović, qui est déjà passé en 2005 au festival, qui revient là pour cette édition. Mais c'est un des plus beaux concerts que j'ai vus à Paimpol. Mais il y en a eu tellement d'autres que c'est difficile de tous les citer. Il faut y revenir encore et toujours. Voilà, Gilberte Gilles, ancien ministre de la Culture brésilien. Tout à fait. Ouais. Vous voyez l'avenir comment, Pierre? Ça restera un festival biennal sur 3 jours? Ça, c'est acté? C'est un bon rythme pour l'équipe? L'avenir, on ne le connaît pas précisément, mais l'idée, c'est de revenir ici, parler du 60e anniversaire. Donc, écoutez, on va essayer. Et puis, l'évolution, je pense que tous les 2 ans, c'est un bon rythme parce que ça permet... Ça reste un festival associatif, donc il repose sur une association complètement. C'est organisé par l'association Festival du Champ de Marin. Et le rythme biannuel est satisfaisant pour les bénévoles. Écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous donc du 2 au 4 août sur le port de Paimpol pour le Festival du Champ de Marin. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Ma Catherine. Oui, j'ai Gaviro, Guindo, goodbye, farewell, goodbye. Voilà, dans la tête depuis tout à l'heure. Et ben voilà, parfait. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. On se retrouve demain, jeudi, à 10h50, autour du thème des droits des voyageurs. Et oui, les vacances approchent. Et nous recevons le roi des voyages, s'il en est, Philippe Glohagen, le fondateur des Guides du Routard. Allez, d'ici là, on vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, votre journal régional. Kenavo.